Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance un défi un peu particulier. On va essayer de construire un juriste, pièce par pièce. C'est une bonne image, ça. On part de quelqu'un qui sort du lycée, voilà, avec ses habitudes, et on le plonge dans un monde complètement nouveau, l'université. Notre source du jour, c'est un cours sur la méthodologie du travail universitaire. Mais c'est plus qu'un simple cours. Ah oui, c'est un vrai plan de montage avec une spécialisation pour les études de droit. C'est un peu le guide pour assembler un nouveau mode de pensée. Exactement. Et notre mission, si on l'accepte, c'est de décoder ce plan. Parce que la fac de droit, elle ne demande pas juste d'apprendre des choses, elle demande de penser d'une certaine manière. C'est presque apprendre une nouvelle langue, une nouvelle logique. Une nouvelle langue, j'aime bien ça. Et ce document, qui peut paraître un peu aride au premier abord, c'est en fait la pierre de Rosette pour traduire ce qu'on attend d'un étudiant. On va essayer de transformer ça en une boîte à outils pratique. Parfait. Alors si on suit ce plan de montage, on commence par les fondations. C'est quoi, au fond, cette fameuse méthodologie? Ensuite, on explorera les outils de recherche. Après, on passera au conseil de survie à l'université. Et pour finir, le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur. Les exercices juridiques, ces fameuses énigmes qui font la réputation des études de droit. Prêt à commencer l'assemblage? Allons-y. Bon, la toute première pièce, c'est le mot méthode. Le cours nous dit que ça vient du grec méthodos, qui veut dire la poursuite d'une voie. C'est joli, mais ça reste un peu vague, non? Oui, c'est la définition un peu scolaire. Et c'est là que le document devient tout de suite intéressant. Il nous met en garde, attention, ne confondez pas méthode et méthodologie. Ah, quelle est la différence? La distinction est cruciale. C'est un peu comme la différence entre un cuisinier qui suit une recette à la lettre. Ça, c'est la méthode. D'accord. Et un grand chef qui, lui, comprend la chimie de la cuisson, l'équilibre des saveurs, et qui peut donc créer ses propres plats. Ça, c'est la méthodologie. Le logos, c'est le discours sur la méthode. C'est comprendre le pourquoi derrière le comment. D'accord, je vois. Ça change tout. L'université ne veut pas former des exécutants, mais des chefs. C'est beaucoup plus ambitieux et sans doute un peu intimidant pour un nouvel étudiant. C'est précisément pour ça que c'est si important. La méthodologie, nous dit le cours, répond à 3 questions. Quoi, pourquoi et comment. En maîtrisant ça, on ne fait pas que suivre, on construit sa propre démarche. Et ça sert à quoi, concrètement? Le document dit que ça aide à planifier, à rendre son travail compréhensible. Mais je dirais que c'est surtout un bouclier intellectuel. Un bouclier? Contre le prof et son stylo rouge? En partie, mais c'est surtout un bouclier contre soi-même, contre le désordre, les conclusions hâtives. Une méthodologie rigoureuse, ça force à être honnête, à justifier chaque étape. Du coup, face à la critique, on n'est plus démuni. On peut dire « voilà pourquoi j'ai fait ce choix ». Je vois, c'est une sorte d'armure pour entrer dans l'arène intellectuelle. Et le cours liste aussi des armes, des instruments de recherche, entretien, enquête, observation. Oui, les outils classiques du chercheur. La clé, ce n'est pas tant de les connaître, mais de savoir lequel choisir pour quelle situation. Et là, on entre vraiment dans la stratégie. Justement, parlons-en. Une fois qu'on a compris qu'il fallait être un chef, comment on choisit ses ingrédients? Le document insiste, il n'y a pas une seule bonne réponse. Et il commence avec le grand classique, qualitatif contre quantitatif. C'est le grand débat, oui. D'un côté, le qualitatif. Là, on cherche à comprendre le pourquoi en profondeur. Pas de chiffres, mais, comme le dit le texte, des significations, motivations, expériences. On fait des entretiens, des analyses de texte. Voilà, on cherche la richesse du détail. Et de l'autre côté, on a le quantitatif. Là, ce sont les chiffres qui parlent. On fait des sondages, on utilise les statistiques pour trouver des tendances, des corrélations. D'accord, mais pour notre étudiant en droit, ça peut paraître très abstrait tout ça. Concrètement, est-ce qu'un juriste fait du qualitatif ou du quantitatif? C'est une excellente question, parce qu'à première vue, on se dit que non. Mais en fait, le raisonnement juridique utilise ces logiques en permanence. Prenez la fiche d'arrêt, on en parlera tout à l'heure. Oui. C'est de la recherche qualitative pure. On prend une seule source, une décision de justice, et on applique une grille d'analyse ultra précise pour en extraire le sens profond, la logique des juges. On ne compte rien, on interprète tout. Ah, c'est une super perspective, je n'y avais pas pensé comme ça. On transforme un exercice scolaire en mini-recherche scientifique. Le document parle aussi de recherche-action, ça sonne très engagé. Ça l'est. La recherche-action, elle refuse la tour d'ivoire.
Le but, c'est de résoudre un problème concret, sur le terrain, avec les gens concernés. Le chercheur devient un acteur du changement. Ce qui nous ramène à la question de départ, comment on choisit? La réponse du cours est très pragmatique. Ça dépend du but. Est-ce qu'on veut faire avancer la théorie pure ou est-ce qu'on veut trouver une solution pratique là, maintenant? C'est ça la vraie question à se poser. D'accord. On a la grande carte stratégique, mais il faut aussi savoir marcher au quotidien. Et là, le document propose un vrai kit de survie pour l'étudiant. Premier conseil, travailler en autonomie. Facile à dire, hein. Au début, c'est surtout terrifiant. C'est le choc culturel, oui. Personne ne va vérifier si vous avez fait vos devoirs. Le cours insiste sur un point. Les semestres, ce sont des sprints. Il faut très vite s'auto-diagnostiquer. Où est-ce que je peine? Et ensuite aller chercher un bon manuel pour travailler ce point faible. L'autonomie, c'est être le manager de son propre apprentissage. Et pour ça, il y a un camp de base, la bibliothèque universitaire, la fameuse BU. J'ai bien aimé les conseils très concrets. Allez-y dès la rentrée, parlez au personnel, suivez-la sur les réseaux sociaux. C'est exactement ça, il faut la dédramatiser. La BU, ce n'est pas un entrepôt de livres, c'est un centre de ressources, avec des humains formés pour aider. Et ça se prolonge dans les autres conseils. La prise de notes, par exemple. Le piège, c'est de vouloir tout écrire. Ah oui, le mode sténo. Le cours dit bien que le secret, c'est de synthétiser en direct. C'est déjà un travail intellectuel, en fait, de trier l'information pendant qu'on la reçoit. Il y a aussi le travail de groupe, le meilleur comme le pire, non? Absolument. Le document est lucide, il dit que c'est super pour partager les notes, via WhatsApp par exemple, mais à une seule condition, Que tout le monde joue le jeu. que tout le monde joue le jeu. C'est un contrat de confiance. Si ça marche, c'est génial. Sinon, c'est une source de conflit. Et bien sûr, l'outil mythique, les fiches de révision. Le document donne une astuce, utiliser des couleurs pour la mémoire visuelle. Ça me rappelle des souvenirs. Et pourtant, ça marche. Le but d'une fiche, ce n'est pas de recopier son cours en plus petit. C'est un acte de réorganisation de la pensée. En choisissant quoi mettre, comment le classer, avec quelle couleur, on s'approprie le savoir. Le dernier conseil est peut-être le plus simple et le plus difficile. La régularité. Relire ses cours le soir même. La bonne résolution de septembre. C'est l'hygiène de l'étudiant. Voilà. Le document le présente comme une course de fond. Attendre les partiels, c'est comme vouloir courir un marathon sans entraînement. Relire 15 minutes chaque soir, ça ancre les informations et surtout, ça permet de poser des questions au cours suivant. Bien. Notre apprenti juriste a ses bases et son kit de survie. Il est temps de le jeter dans l'arène. On arrive à la partie la plus technique, les exercices juridiques. On commence par le plus célèbre, le plus redouté, le cas pratique. Le cas pratique, c'est le simulateur de vol du juriste. On vous donne une histoire et à vous de trouver la solution juridique. Et pour ça, le document est formel, la seule voie possible, c'est le syllogisme. Attendez, le syllogisme. Ça me rappelle mes cours de philo de terminelle. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme. On applique vraiment ça à une histoire de troubles du voisinage? Ça ne rend pas le truc complètement robotique? C'est la critique classique, mais c'est une erreur de le voir comme ça. Le syllogisme, ce n'est pas une machine, c'est un garde-fou. Un garde-fou contre l'arbitraire. Il oblige à fonder sa décision sur une règle de droit, et pas sur son sentiment personnel de justice. D'accord. La première étape, la qualification juridique des faits, c'est déjà un acte intellectuel énorme. Il faut traduire une situation de la vie de tous les jours dans le langage du droit. Et c'est ça le plus dur au début, j'imagine. C'est là que la connaissance du cours est indispensable. Une fois cette traduction faite, on formule le problème de droit. Et puis vient le syllogisme. D'abord, la majeure, la règle de droit, pure, abstraite. L'article X du Code civil dit que, La partie récitation. en quelque sorte. Mais ensuite, il y a la mineure, et c'est le cœur du réacteur. On confronte la règle au fait de notre histoire. En l'espèce, Madame Dupont a fait ça et ça correspond bien à la définition de la règle. C'est là qu'est le talent. Et la solution en découle logiquement. Ce n'est pas robotique, c'est une architecture. C'est une discipline de l'esprit, je comprends. Passons à un autre monument. La fiche d'arrêt. Rien que le nom. On dirait un rapport de police. C'est un peu ça. On peut voir ça comme l'autopsie d'une décision de justice. C'est un exercice de précision chirurgicale. Il faut disséquer la décision, en extraire tous les composants, sans rien ajouter, sans interpréter. C'est un travail de détective, en fait. Exactement. On reconstitue la scène.
Le document liste les étapes obligatoires, les faits, la procédure, les arguments de chaque partie, la question que les juges ont dû trancher, et enfin, leur réponse. C'est un exercice d'humilité. On doit s'effacer derrière le texte. Et si la fiche d'arrêt est objective, où est-ce qu'on donne son avis? C'est là qu'arrive le commentaire d'arrêt. Précisément. Le commentaire, c'est l'étape d'après. La fiche, c'était la photo. Le commentaire, c'est l'analyse critique de la photo. Et là, le document propose une grille d'analyse très puissante, en 3 temps, le sens, la valeur et la portée. Expliquez-nous ça, c'est quoi la différence entre une bonne et une excellente note sur ce type d'exercice? Eh bien, la plupart des étudiants s'arrêtent au sens. Ils expliquent bien la décision, ils reformulent le raisonnement des juges, c'est la base. C'est une bonne note. D'accord. Mais pour l'excellence, il faut s'attaquer à la valeur et à la portée. La valeur, c'est la critique. Cette décision est-elle juste? Est-elle opportune? Cohérente avec le reste du droit? On a le droit de ne pas être d'accord avec les juges si on le justifie. Et la portée? La portée, c'est la vision à long terme. Quel est l'impact de cette décision? Est-ce qu'elle va changer le droit pour les années à venir? Ou est-ce que c'est juste une décision d'espèce qui ne concerne que ce cas particulier? C'est là qu'on voit l'étudiant qui a vraiment compris le droit. On voit bien la montée en puissance. Le dernier exercice, c'est la dissertation juridique. On pourrait croire que c'est plus simple, plus proche du lycée. C'est un piège. La dissertation juridique, ce n'est pas une récitation de cours. Le document insiste beaucoup là-dessus. C'est une démonstration. Il faut défendre une thèse, une idée, en réponse à une problématique. Le plan n'est pas là pour faire joli, il est l'arme de l'argumentation. Quand on prend du recul après avoir tout assemblé, le tableau est incroyablement cohérent. De l'étymologie de méthode au syllogisme, le fil rouge, c'est l'obsession de la structure. On a l'impression que savoir des choses est presque secondaire par rapport à la capacité de les organiser. C'est une synthèse parfaite. Ces méthodologies, ce sont des cadres de pensée. Au début, ils sont contraignants, mais en fait, ils sont libérateurs. Ils donnent un chemin pour aborder n'importe quel problème. C'est ce qui transforme un amas de connaissances en un argumentaire puissant. C'est ça, devenir juriste. Pour finir, une question me vient. On a beaucoup parlé de structure, de raisonnement, mais il y a un élément qu'on a à peine effleuré et qui est partout dans ce document, surtout dans le glossaire final. Le langage. Ce fameux jargon juridique. Usufruit synalagmatique. Voilà. C'est une barrière à l'entrée, non? Et je me demande dans quelle mesure est-ce que la maîtrise de ce vocabulaire n'est pas une méthode en soi? Est-ce qu'avant même d'apprendre le syllogisme, la première chose à faire, ce n'est pas tout simplement d'apprendre à parler juriste